parce que je crois que je porte le dossard numéro 10 et qu'il vous en reste encore un derrière. Juliana Massoni m'a un peu délivré puisqu'elle m'a imposer un sujet, je dirais, voilà, je n'ai pas eu à discuter. Donc je pense que c'est moi qui vais recycler le plus et qui ferai le plus de réemploi. Mais c'était l'expérience, enfin pas l'expérience, mais le sujet qu'elle m'a invité à développer. Regarde, quand j'avance, je vous vois un peu mieux. Non, pas tout à fait. Mais c'est et malgré tout, même si je souris, est totalement traumatisante pour moi, mais aussi pour tout l'atelier qui a conçu un projet. Donc c'est d'un seul projet que je vais parler. J'ai assemblé quelques notes sur la base de l'hypothèse que Juliana Massoni m'a proposée. Et donc, essayer de manipuler cette affaire doucement. Voilà. Et donc, en fait, on a été invité à réfléchir à un sujet d'un bâtiment culturel à Maubeuge, en France, au milieu de l'année 2013, je pense, oui, voilà, au milieu de l'année même 2012, voilà, je dois rebobiner les dates, ce truc me gêne un peu. Et je vous parle d'un projet français, c'est peut-être je dois faire un petit préalable, qui est, je l'évoquais tout à l'heure avec Bernard Defay, un de mes amis architectes ici à Liège. Il se fait que le métier, la structure du métier d'architecture, du praticien, un peu ce que Juliana vient de dire à propos de mon travail. Donc vraiment, l'idée, d'ailleurs, c'est ce pourquoi je n'enseigne pas, c'est parce que j'ai toujours voulu d'abord construire. Et la tricherie par rapport à la transmission, c'est bien sûr la maison d'édition. Mais l'idée de pratiquer, aujourd'hui, on est dans des systèmes de compression extrêmement forts. Je veux expliquer par là deux mécanismes extrêmement importants qui sont la crise économique de 2008 d'un côté, l'augmentation des mises aux normes du métier normatif qui est le nôtre, qu'on doit absorber tous les jours, et certainement un autre état d'esprit que je citais à Bernard tout à l'heure, qui était la compétitivité qui fait de tout architecte un concurrent. Et donc qui instille un dispositif qu'on a vulgairement appelé aujourd'hui néolibéralisme, au cœur de nos activités, qui nous oblige à être performeurs et performants, et à envisager toute la substance de la conception à la racine à partir de ce système de compétitivité. Et c'est pour ça que j'ai pris également, enfin je ne l'ai pas pris, mais pour ça que j'illustre ce projet de Juliana, c'est m'a invité à parler, c'est parce que un des mécanismes qu'on tente de mettre en œuvre, il y en a plusieurs au sein de l'atelier, un qui est de développer la somme de compétences, on augmente les sommes de compétences des collaborateurs, la volonté d'aller tous les jours avec plus de compétences, pas plus de personnes, mais en creusant à partir des compétences internes et d'aller à l'endroit où naturellement les projets peuvent se développer autour de compétences spécifiques, donc augmenter les compétences, donc moins de sous-traitance. Donc on n'a pas d'équipe technique auquel on sous-traite, on gère l'ensemble des compétences techniques, d'augmenter la capacité, l'assouplissement vis-à-vis des types de marchés. Donc on essaye différents types de marchés pour assouplir nos pratiques. Et enfin, peut-être le chapeau de tout ça, la troisième hypothèse, est d'évoquer quelque chose qui serait autour de la solidarité, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui associé à 9 équipes en Europe, des petites équipes, toutes petites structures, avec lesquelles on fait 50-50, on partage immédiatement, et on parle alors du type de projet dans lequel on a envie de s'engager, pourquoi on veut le faire, comment on organise le travail. Mais c'est un peu une manière de réagir par 3 fois, vous l'entendez, autour de ce dispositif extrêmement puissant de la compression de nos métiers aujourd'hui. Alors, pour le centre Pompidou de Maubeuge, ici, on l'a fait avec, pas tout seul, même si le titre, il n'y a que Pierre de Witt et moi, mon associé moi-même, mais avec HBAT, donc l'équipe de Mathieu Berthelot et Hélène Hart à Lille. On est ici à Maubeuge. C'est une ville de garnison, donc c'est assez facile à voir sur ce document, où on a le système de Vauban. Hein, c'est Vauban qui construit cette ville de garnison, qui en crée l'enceinte militaire. On est en 581 ou 82. Et donc, sur ce document, si je l'agrandis, on voit un bâtiment, il est sur votre droite, relativement allongé, il fait 103 mètres de long, 15 mètres de large, 15 mètres de haut. Il est entouré d'une série de contreforts. En fait, c'est une enceinte dans une enceinte. Ce bâtiment s'appelle l'Arsenal. Cet arsenal est
vous le voyez construit sur le document de gauche. À droite, c'est la cité en 1930. Et en 1940, 98% de la ville, du territoire bâti, disparaît sous le tapis des bombes. Donc il n'y a plus que 2% de bâtiments valides, dont fait partie ce bâtiment de l'Arsenal. Une chose remarquable et peut-être assez intéressante à entendre par rapport aux thématiques d'aujourd'hui, c'est qu'André Lursa, qui est un architecte communiste français qui est parti travailler en Russie dans les années 30, revient et juste après-guerre reçoit, vous le voyez, on est en avril 1945, il fait une conférence et reçoit la commande de la reconstruction de cette ville. Et il fait différentes choses, dont un modèle dont s'inspirera beaucoup Lucien Kroll et ensuite Patrick Bouchain, etc. En fait, ce sont les fondements de l'architecture participative, dans lequel son travail va être totalement exemplaire, à la fois dans les types d'échanges et communications au sein de la population, mais aussi par les principes où il met en place des modèles constructifs liés aux dispositifs économiques, il les partage avec une série de confrères. Et donc, c'est un ensemble d'architectes qui vont mettre en œuvre la nouvelle ville de Maubeuge. Alors, c'est une ville... le bâtiment dont je vous parle, vous le voyez clairement, il est inondé sur l'image de gauche, et on voit sur l'image de droite passer la Sambre à son pied. Et donc, la mairie comment dirais-je, pas la mairie, mais l'agglomération. Vous savez qu'en France, il y a 36 000 communes, donc il n'y a pas eu de fusion de communes comme en 77 chez nous. Et donc, cette commune est régie, si vous voulez, à la fois en tant que mairie, mais à la fois aussi que dans une agglomération de communes. Et l'agglomération décide d'y mettre un équipement culturel qui serait une espèce de Kunsthalle. On s'intéresse à ce projet avec Mathieu Berthelot et Hélène Hart, et on remet une offre qui est plus une note méthodologique qu'un projet. Il n'est pas demandé véritablement d'esquisser, même si dans ces croquis, vous voyez les prémices d'une réflexion où tout sera dans l'observation et dans la découpe. On va découper ce corps pour essayer de créer au centre un espace de très grande taille qui sera un mélange de muséographie et de scénographie théâtrale, donc de systèmes de cintres, etc., qui permettra de lire l'ensemble de l'équipement. Mais je vais moins m'attarder sur ces questions-là que celles sur lesquelles m'a invité de parler Juliana. Et donc ici, quelques modèles. Nous sommes, cette fois-ci, on a déposé notre offre en octobre. En novembre, on gagne ce concours. En décembre, on reçoit une lettre comme quoi le concours est annulé. En janvier, on dépose les mêmes documents. En février, là où nous étions premiers, nous sommes 5e sur 5. En mars, les 4 architectes français qui étaient nos concurrents, j'y reviens, m'appellent à tour de rôle en disant « Pierre, nous, on va le faire pour la première fois de notre vie, mais on recourt, on trouve ça exécrable, on ne peut pas laisser passer ça. » Donc, on fait une équipe auprès d'un juriste. Et pour la première fois, en avril, un juge me désigne comme architecte de ce bâtiment. Ensuite, l'histoire est un peu compliquée, mais... si ça s'était arrêté là. Alors, on conçoit l'édifice. Là, vous le voyez, je passe rapidement là-dessus, mais vous voyez dans l'élaboration du projet, je montre quelques maquettes peut-être qui sont des maquettes évolutives. Là, vous avez, sur la gauche comme sur la droite, c'est le même modèle. C'est un modèle assez particulier, j'en dis un mot, c'est-à-dire que, alors que je suis plutôt à la manœuvre sur ce projet-là, c'est pas Pierre de Witt, c'est plutôt de mon côté que ça se passe. J'ai divisé le bâtiment en 17 parties, et chaque jour, j'en conçois une pendant 17 jours, et par exemple, je m'acharne sur la cage d'escalier, puis sur une autre partie, et la modéliste construit des bouts qu'elle place à différentes hauteurs, puisque si je commence par les escaliers, je commence par les extrémités, et puis progressivement, le modèle se met en place. Le projet va très très vite, puisqu'on reçoit la commande finalement le 1er juillet 2014. Le 10 juillet, on dépose, après 10 jours, 10 nuits, on dépose un avant-projet. Et le 16, on est appelé par le Centre Pompidou qui dit « on nous a parlé d'un projet qui vient de se tenir dans le Nord. Nous, on vit la crise de Metz. » Vous me demandez d'accélérer? Non. La crise de Metz, où vous savez que le système est l'inverse des parcs d'attractions en Belgique, c'est-à-dire c'est la dépression absolue de l'équipement du Centre Pompidou à Metz, qui ne parvient plus à trouver ses financements. Et ensuite, ils ont créé le Centre Pompidou mobile avec Bouchain, qui pompait trop d'énergie et surtout de finances au sein des municipalités locales, qui était une forme utopique. Donc,
assez tentante, évidemment, d'amener les collections exceptionnelles du Centre Pompidou au cœur des villes et des villages en France. Et donc, ils sont dans un dispositif de créer un Centre Pompidou provisoire qui se base sur la gestion foncière et constructive d'une collectivité, ici Maubeuge, ville en pure déperdition économique, et de faire en sorte qu'ils investissent le lieu avec le Centre Pompidou, donc investissent le lieu pendant 4 à 5 années pour lancer l'opération de visibilité, apporter une expertise, monter les cahiers de charges pour mener à bien et boucler une opération constructive. C'est le cas ici, et dans ce modèle-ci, je pense qu'il y a 60-70 modèles qu'on a fabriqués pour ce bâtiment, mais dans ce modèle-ci, on a inséré les œuvres et toutes ces discussions pendant des semaines et des semaines avec le Centre Pompidou pour boucler un dossier qui finalement sera adjugé en décembre, le 23 décembre 2014. Vous vous rappelez que la mission, on l'a reçue le 1er juillet, donc c'est un travail, j'ai dit travailler, je pense, 17 heures par jour pendant 4 mois sans jamais stopper. Et donc ici, ce sont les matériaux qu'on a mis en œuvre, qui sont des matériaux très simples. Par exemple, on travaille sur le local, il y a quelqu'un qui travaille sur le tarmac, et on a trouvé des astuces pour faire un tarmac absolument incroyable avec ce type. Et enfin, peu importe. Sur la page de gauche, le démarrage du chantier, on est en février 2014, pardon. Toute l'opération de conception était entrée, si j'ai raté des dates. Et à droite, c'est le résultat des élections du 1er avril, c'est presque vrai, je pense que c'était en mars, mais les élections en France municipales, qui modifient le paysage politique. Ce projet est alors totalement et définitivement abandonné. Je vous ai dit que ce serait un peu pénible. Hein. Et donc, alors, on est averti par voie de presse, hein, ça c'est la Voix du Nord, enfin, etc. C'est terrible, évidemment, parce qu'on n'a plus aucun contact avec le pouvoir politique, qui s'est simplement chamaillé au sein d'un même parti. Hein. On n'a même pas eu l'excellence de pouvoir s'affronter sur des principes d'alternance. C'était tout autre chose. Donc, les dernières vues du chantier, je dirais. Et il se fait que, ça c'est la toute dernière, c'est le lavabo dans lequel tout ça a fini, mais il se fait que, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste, je pense, c'est là l'interpellation de votre part. On se dit, soit on fait comme d'habitude, c'est-à-dire on abandonne définitivement et on se replie chez soi, je ne sais pas, on pleure, on descend sous la couette, même s'il fait chaud, mais on s'abrite. Et on se dit, ben, au fond, on a peut-être, avec Mathieu, on essaie de remonter un peu la pente avec Mathieu Berthelot, et on se dit, ah, mais si on utilisait notre maison d'édition, et si finalement on faisait quelque chose avec ça. En réalité, l'idée vient de ce bouquin, qui est un bouquin, ce sont les lettres de Mikhail Bulgakov. Donc Bulgakov a écrit, je vais simplifier, 30 pièces de théâtre, dont une jouée, c'est Molière, a écrit 30 bouquins non publiés, c'est bien sûr les années staliniennes. Mais dans ce bouquin qui s'appelle « Les manuscrits ne brûlent pas », je dis à Mathieu, au fond, on a une hypothèse qui est, regarde, on avait des documents actifs jusqu'au 31 mars, si ça existe, ou le 30 mars. On avait des documents qui étaient de production. Et le 1er avril, on a des archives immédiates. Immédiatement, en une nuit, tout ce qui doit être produit ne sera pas produit, et donc c'est des archives. Donc je suis dans ce répertoire. Alors, on se dit, ben, est-ce que j'ai mis tout ce bazar, moi, ici? Et donc, on se dit, on va faire un livre d'archives, c'est-à-dire on va publier ce qu'on a... Je crois que ça, c'est fini. Oui, on va publier... Je vais sortir le bouquin, le voilà. Celui que citait Juliana. On va publier un ouvrage, en fait, sous 3 formes. Vous allez comprendre tout de suite. D'abord, la forme d'un bloc de documents. Bouquin donc fait avec mon ami et complice Pierre Goertz, de la maison d'édition, un bloc de documents. Alors, ce bloc de documents, c'est donc 500 pages, puisque c'est imprimé en numérique, donc on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de cahier là-dedans, donc on n'a pas des multiples de 8, 16 ou 32. Et là-dedans, vous allez trouver tout le travail, le moindre plan, la moindre maquette, le moindre dessin, enfin, tout est dedans. Donc ça, c'est les archives immédiates, si vous voulez. Voilà. Le deuxième document, et là, on va s'encanailler avec un type que j'estime beaucoup, qui est le rédacteur en chef de la revue Da en France, qui s'appelle Emmanuel Caille, qui est donc un journaliste, qui accepte, alors parce que je me traîne à ses pieds à Paris dans un petit bistrot qui s'appelle l'Atelier, je m'en souviens, et donc qui accepte d'écrire un article sur les rapports entre architecture et politique, parce que quoi de mieux que pour éclairer la condition des rapports entre architecture et politique
que les 20 projets abandonnés la même date en France, dont le bâtiment de Chipperfield à Reims, enfin l'économie évidemment dont on parle ce soir est absolument ridicule au vu de la gabegie absolue de ce que les élections ont produit dans ce pays comme en produisent dans d'autres. Et donc la deuxième forme est un article d'Emmanuel Caille voilà, qui explique ces rapports. La troisième forme, c'est la moitié du document qui est devant vous, là, affiché, c'est-à-dire c'est le lavabo, mais ça nous sert d'affiche en librairie, si vous voulez. Donc, on replie le tout avec un papier suffisamment fort pour entourer, emballer et tenir un livre qui est un bloc de documents qui a une forme fragile, si vous voulez. Alors, peut-être que la dernière chose que je peux dire sur ce projet, c'est que, enfin, oui, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, mais projet, je pense, oui, c'est pas mal. Et donc, c'est la dernière chose que je peux dire, c'est que nos convictions sont dedans, si vous voulez. Donc, il y a un truc qui est bizarre dans la couverture, je vous le dis quand même, parce qu'on a quand même parlé un peu sous, mais là derrière, dans le pli, donc ça s'appelle délivrer. Pourquoi? Parce qu'en France, quand on finit un bâtiment, Jean-Philippe et moi, on ne dit pas ça, mais on ne dit pas qu'on livre un bâtiment, mais en France, on fait une livraison. Et donc, délivrer, c'est bien sûr qu'on l'a été. Livre, nous faisons. Le I, qui est placé subtilement par Pierre au centre, en fait, dans la partie grise, vous avez un 69 fois. C'est bien sûr pas vraiment l'image érotique, même si on y pense. C'est plutôt l'idée que ce bâtiment, cet équipement culturel coûtait 5,8, 5,8 millions, c'est-à-dire un budget ridicule à la mesure des 3000 m² d'exposition, des 5000 m² construits. Et il est 69 fois moins cher que le bâtiment de Franck Gehry chez Louis Vuitton. Et donc, au mètre carré, hein, je dis bien. Et donc, ce livre, en fait, traduit, et c'est peut-être ça qui est salvateur dans ce qu'on a tenté de mettre en œuvre, même si la déchirure est absolue et irréparable, mais ce livre dit ce en quoi nous croyons, indépendamment des mots qui y sont inscrits, c'est ce qu'on a produit, si vous voulez. C'est la somme de dessins, de pensées qui sont traduits dans une chose. Si vous voulez, la seule architecture qui existe ici, c'est quand même la salle dans laquelle on est. Tout le reste, c'est ce qu'on espère faire, c'est ce qu'on a tenté de faire, c'est ce qu'on tente de montrer. Mais en réalité, l'architecture n'est que quand elle existe physiquement. Et ce livre est une espèce d'ambassadeur d'une réalité qu'on ne veut pas abandonner. Voilà, je vous remercie.